Et je vais meubler un petit peu les minutes qui viennent avant de commencer vraiment dans le vif du sujet pour expliquer un peu comment j'ai conçu cette séance, hein, cette donc 5e conférence en 2 ans. J'avais, l'an passé, quand j'ai repris contact et décidé de m'impliquer un peu plus régulièrement dans les activités de l'Université populaire du Pays d'Aix, je n'avais pas de thème préconçu. Et puis, nous étions, avant le confinement, encore dans une conjoncture sociale très, très particulière, marquée par l'irruption d'un mouvement tout à fait énigmatique, le mouvement des Gilets jaunes, sur lequel, certes, il y avait beaucoup de discours, notamment de philosophes, d'historiens, mais il y avait peu d'enquêtes sociologiques. Et puis, on commençait à avoir des résultats d'enquête très précises pour savoir d'abord qui étaient les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. Donc, j'ai souhaité commencer ma première conférence par cette énigme. Qui sont, que veulent les Gilets jaunes? Et puis, en prenant cette question qui est immense, hein, sur laquelle il y a beaucoup de gens au travail, hein, de ce mouvement des Gilets jaunes, en essayant de poser la question, sur laquelle je pense avoir quelques billes, hein, c'est que nous dit ce mouvement des Gilets jaunes de l'état du monde du travail, et en particulier du mouvement syndical dans son implantation dans le monde du travail. Et c'était un des points importants de cette réflexion, c'était de montrer comment finalement le mouvement des Gilets jaunes exprimait des difficultés, voire une crise assez radicale du syndicalisme dans sa capacité à représenter toute une partie des travailleurs d'aujourd'hui, ceux qui sont dispersés, hein, dans des toutes petites entreprises ou qui sont hors travail, des chômeurs, etc., des travailleurs indépendants. Voilà ma première intervention. Et logiquement, j'ai voulu la prolonger par une réflexion plus générale sur les mouvements sociaux d'aujourd'hui, dans la mesure où ils pourraient être porteurs d'un espoir, d'une perspective de transformation de la société. Et donc, ça m'a amené dans un deuxième temps à revenir sur l'histoire du mouvement ouvrier, qui a été une figure centrale du mouvement social depuis le 19e siècle, et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait sa force et qu'est-ce qui fait sa crise radicale. Qu'est-ce qui a fait qu'à partir des années 70, on a vu éclore de plus en plus visiblement toute une série de mouvements qui ne s'inscrivaient pas directement dans la filiation du mouvement ouvrier, voire qui étaient hostiles, en tous les cas vraiment très très différents du mouvement ouvrier, et qui développaient des causes, qui se battaient pour des causes comme la cause des femmes, la cause écologiste, plus tard la cause antiraciste, etc. Donc j'ai essayé de faire dans la deuxième et troisième séance un historique de tous ces mouvements depuis 50 ans finalement, pour essayer de comprendre les flux, les reflux, l'évolution des thèmes, l'évolution des modes de mobilisation, et puis d'essayer de comprendre ce questionnement quand même de plus en plus vigoureux dans les mouvements sociaux eux-mêmes, depuis en gros le grand mouvement pour la protection sociale et la traite de 1995, tout ce questionnement sur la dite convergence des luttes. Hein, donc essayer de comprendre pourquoi ce mot d'ordre était monté de l'intérieur d'un certain nombre de mouvements, et comment il était si difficile, comment et pourquoi il était si difficile finalement à mettre en œuvre. Et cette question dite de la convergence des luttes, que Frédéric Lordon, dans un papier très intéressant du Monde diplomatique du mois de mars, appelle l'entente des luttes et les conditions de l'entente des luttes, hein, qu'il pose dans ce papier que je vous conseille, eh bien c'est la question devant laquelle on est depuis 25 ans maintenant. Et c'est une question qui a été en quelque sorte radicalisée par la coexistence entre deux mouvements apparemment très, très contrastés, voire au départ antagoniques, quoi. Le mouvement écologiste, en particulier au travers des marches mondiales pour le climat, et le mouvement des Gilets jaunes. Donc on en est resté un petit peu là dans la dernière séance, hein, qui traitait de la dernière séquence historique, en gros les années 2000, des mouvements sociaux en France et dans le monde, hein, puisque j'étais parti sur la question des révolutions arabes qui avaient initié
Juste après, comme par hasard, la grande crise financière et économique de 2008-2009, toute une série de mouvements populaires, certains appellent ça des insurrections citoyennes, en tout cas des soulèvements populaires transclassistes, hein, qui mobilisent des tas de couches de la société au travers du monde, au travers de revendications démocratiques contre des régimes autoritaires et corrompus, ou même dans des pays qui ne sont pas des régimes manifestement autoritaires, mais qui sont interpellés du point de vue de leur gestion de la crise, par exemple, comme ça a été le cas en Espagne, avec le mouvement des indignés. Donc voilà, j'ai balayé ce vaste sujet, posant peut-être plus de questions qu'apportant des réponses, et cela va m'amener aujourd'hui à traiter de cette question, hein, que j'ai intitulée le travail et la bifurcation écologique. Donc, je regarde un peu combien nous sommes là, je ne sais pas trop. Bon, en tous les cas, il est l'heure, tant pis pour les retardataires, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein, donc, vous le verrez au fil de mon exposé en quoi c'est en lien avec mes conférences précédentes, bien que je vais prendre la question un peu autrement, notamment dans une partie de mon exposé qui va traiter des liens tels qu'on peut les étudier aujourd'hui, tels qu'on peut les observer, entre la dégradation des conditions de travail, la dégradation du travail, de la qualité du travail, et un certain nombre de catastrophes industrielles ou sanitaires qui posent directement le lien entre la qualité du travail et les enjeux écologiques. Ça va être un peu le cœur de mon exposé. Donc, on ne sera pas directement sur la question des mouvements sociaux, mais on sera dans une réflexion qui permet d'interpeller la manière dont les mouvements sociaux, qu'il s'agisse du mouvement syndical ou des mouvements de consommateurs ou des mouvements écologistes, prennent cette question de comment on peut aujourd'hui prendre à bras le corps les enjeux du changement climatique en particulier, qui est quand même la question des questions, puisqu'il s'agit rien moins que de l'avenir de l'humanité, hein, qui est posé au travers de ce réchauffement climatique avec l'urgence qu'il y a à agir sur ce terrain. Bon, en fait, on discutera de la question optimisme-pessimisme. Moi, j'ai toujours envie de donner des raisons quand même d'espérer dans un contexte qui est quand même assez catastrophique, sinon catastrophiste, en partant de l'idée qu'il n'y aura pas de transition écologique sans implication de celles et de ceux qui produisent les liens des biens et délivrent les services. Et donc, si c'est le cas, peut-on d'ores et déjà observer des évolutions dans les relations entre ces deux acteurs majeurs, hein, les mouvements sociaux, le mouvement syndical et le mouvement écologiste? Je laisse de côté, pour l'instant, on y reviendra peut-être dans d'autres conférences, deux mouvements importants qui ont, à mon avis, un statut un peu différent par rapport à ces deux autres, mais qui sont aussi porteurs de questions universelles, beaucoup plus transversales que les questions qu'elle porte elle-même, le féminisme d'un côté et l'antiracisme de l'autre. Hein. D'ailleurs, il existe un écoféminisme et il existe une écologie décoloniale, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien comment la question de l'environnement au sens très large, hein, c'est pas une bonne catégorie la notion d'environnement, parce qu'elle présuppose qu'il y a une distinction, ça c'est la vieille distinction issue de la modernité et des Lumières, entre l'humain, la culture d'une part, et d'autre part la nature, l'environnement. Ben non, les choses se posent plus comme ça, on le voit de mieux en mieux. D'abord, au sein de ce qu'on appelle la nature, il est important de distinguer le vivant du non-vivant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, avec cette idée aujourd'hui qui est très très importante, que l'humain, il est complètement inscrit dans le vivant, dans les écosystèmes. Hein, on ne peut plus penser en termes de séparation de l'humain avec son environnement naturel. Donc, je trouve ça très intéressant, c'est aussi ces réflexions qui sont à la fois issues de mouvements sociaux, et qui sont aussi des réflexions théoriques et intellectuelles qui cherchent à penser les liens entre différentes causes comme ça, le féminisme et l'écologie, ou l'antiracisme et le décolonialisme et l'écologie.
Pour prendre un exemple dans l'actualité quand même, par exemple, c'est pas un hasard si aujourd'hui aux Antilles, il y a un énorme mouvement populaire qui se développe contre le risque d'une annulation finalement du procès qui est fait à juste titre par les populations contre les responsables de l'usage d'un polluant, je ne sais plus son nom, notamment sur les bananeraies, qui a été autorisé dans ces pays-là qui sont des quasi-colonies encore aujourd'hui, hein, qui sont des néocolonies. Donc ce polluant a été autorisé pendant une période beaucoup plus longue qu'en France. Donc là, il y a une discrimination dans le temps qui renvoie à une discrimination finalement de race. Hein. Donc vous voyez comment, dans des mouvements très très actuels, il y a des liens qui sont tout à fait évidents entre des formes de discrimination et de domination et l'enjeu écologique. Alors moi, je suis parti de cette idée que juste avant la crise sanitaire, il y a eu des débuts de convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des marches sur le climat. D'ailleurs, il y avait présence dans certaines marches des Gilets jaunes ou d'une partie des Gilets jaunes, alors qu'au départ, rien ne laissait penser que ça allait être évident, puisque, si vous vous souvenez bien, le mouvement des Gilets jaunes, il est parti sur une revendication de refus d'une taxe dite écologique, mais qui avait été perçue immédiatement comme très injuste. Donc, il y a une évolution très rapide et très intéressante entre les questions de justice sociale et les questions écologiques, au travers de ce mot d'ordre de justice climatique, par exemple. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, des enquêtes qui ont été faites très, très, très précises sur ces deux mouvements, le mouvement des marches pour le climat et le mouvement des Gilets jaunes, où on voit à la fois que les bases sociales, la composition sociale est très, très différente. D'un côté, chez les Gilets jaunes, vous avez une population plutôt d'âge mûr, peu diplômée, très populaire, ouvriers employés dominants. Et de l'autre côté, vous avez une dominante de jeunes et de jeunes étudiants ou diplômés, donc issus plutôt des classes moyennes et des classes supérieures. Donc, à la fois, ce n'est pas du tout la même base sociale et à la fois, il y a des convergences, en particulier dans une enquête sur les Gilets jaunes, qui débouche sur l'idée de la possibilité d'une écologie populaire. On voit que les Gilets jaunes mettent en avant, parce qu'ils ont été interpellés sur ce plan, une autre conception, une conception populaire de l'écologie, qui est une conception fondée, par exemple, sur la promotion du potager, fondée sur le fait qu'on ne prend jamais l'avion, le fait que les contraintes économiques font qu'on consomme moins d'énergie que peut-être certains qui sont dans la rue en train de marcher pour le climat, mais qui prennent souvent l'avion. Donc, interpeller sur les questions écologiques, parce qu'a priori anti-écologiste, le mouvement des Gilets jaunes, en tous les cas dans sa partie qui s'est mobilisée dans la durée, a été interpellé et est intervenu sur ces questions en proposant un certain nombre de réponses intéressantes. Donc, juste avant la crise sanitaire, il y a ces deux mouvements, donc, et ensuite il y a la crise sanitaire. Donc, je ne fais pas des longs développements là-dessus, mais la crise sanitaire liée au Covid a mis à jour la dimension évidemment écologique de cette crise, liée, il y a des tas de publications là-dessus, liées par exemple aux élevages industriels, à la déforestation, à des proximités nouvelles entre l'homme et l'animal, au rôle du commerce des animaux sauvages, et puis ensuite l'extension très rapide par la mondialisation des échanges du virus, et ensuite une gestion catastrophique des conséquences de cette pandémie qui met à jour l'épuisement, enfin le délitement des services publics, en particulier de la santé publique dans un certain nombre de pays qui se présentaient et qui pouvaient se prétendre comme des pays modèles sur ce plan, comme la France, avec le pasteurisme, enfin, l'invention, un certain nombre d'inventions sur ce plan-là qui place la France plutôt en pointe, y compris un système hospitalier qui a été longtemps réputé comme significatif d'un état de santé public meilleur que dans d'autres pays comme les États-Unis. Et puis, cette crise sanitaire a été l'occasion d'un certain nombre de convergences, là aussi organisationnelles, qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait me questionner. Par exemple, ce fameux appel « Plus jamais ça »,
où on voit la CGT qui signe un appel aux côtés d'Oxfam, Greenpeace, les Amis de la Terre, Youth for Climate Alternativa. Et de l'autre côté, un appel qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre avec la CFDT, la Fondation Hulot et d'autres organisations associatives. Donc je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, peut-être qu'il faut aller voir au-delà des déclarations d'intention et de démarches de sommet d'organisation pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qui se passent en profondeur dans le pays du point de vue de la rencontre entre les enjeux sociaux traditionnels, les enjeux du travail, qui ne sont pas tout à fait les enjeux sociaux traditionnels, j'y reviendrai, et les enjeux écologiques. Donc, pour traiter cette question à partir de ces points de départ, c'est 18h50, là, c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est que je te montre? Bon. Parce que je veux essayer à peu près de tenir mon temps, je vais essayer d'aborder 3 points. Le premier, c'est de dire quelques mots des héritages intellectuels du côté de la critique sociale sur la question écologique, et finalement de cet héritage qui est dominé par le productivisme. C'est un mot qu'on utilise souvent du côté de la critique écologiste de notre modèle de développement. Et donc, je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ce productivisme et en quoi ça, finalement, englué la critique sociale dans une vision, finalement, productiviste du progrès. Mais je dirais aussi que ce dominant, productivisme, a été de pair avec des courants dominés, y compris dans la pensée sociale et socialiste. C'est ça qui est intéressant et on va voir si on peut, dans la réflexion, prendre appui sur ces courants minoritaires dans l'héritage socialiste pour penser à un écosocialisme. J'avais envie de dire en introduction, écoféminisme, écosocialisme, écosyndicalisme, écologisme post-colonial. Vous voyez comment aujourd'hui se marie, s'hybride la notion d'écologie avec d'autres causes. Et une des formes de cette hybridation, c'est l'idée d'éco-socialisme. Ensuite, dans un deuxième point, voir quels sont les héritages du côté de l'histoire des luttes ouvrières, cette fois, principalement pas du côté de l'histoire des idées, mais de l'histoire des luttes ouvrières sur les questions écologiques. Est-ce qu'il y a des choses à retirer de cette histoire, hein, et puis, le troisième point, sur lequel je m'attarderai peut-être un peu plus, c'est de réfléchir sur la manière dont aujourd'hui le sort fait au travail et aux travailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, c'est-à-dire en fait la dégradation de la qualité du travail produit inéluctablement une dégradation de la qualité des produits et des services, au point qu'il y a un certain nombre de catastrophes et d'affaires qui sont visibles dans l'espace public de ce point de vue, et qui sont peut-être finalement la face émergée d'un iceberg de dysfonctionnement et d'atteinte plus ordinaires à l'environnement, à la santé publique. Et donc, si on arrive à montrer ce lien, eh bien, on a potentiellement une piste d'action. C'est-à-dire, si on crée les conditions pour que les travailleurs puissent intervenir sur la qualité de leur travail, se réapproprier leur travail, peut-être qu'on peut créer les conditions pour une amélioration radicale de la nature des produits, de la qualité des produits, et de leur impact environnemental, et peut-être de nouvelles rencontres dont il y a quelques signes intéressants dans l'actualité concrète entre le mouvement syndical et des mouvements de consommateurs ou des mouvements écologistes. Alors, premier point, donc, les héritages intellectuels du côté de la critique sociale sur les questions d'environnement. Productivisme, ce mot était quasiment inconnu au XXe siècle, et puis au XXe siècle, il est apparu surtout avec des connotations négatives. Mais comme je disais, l'héritage en question n'est pas exclusivement productiviste. Alors là, je vais donner quelques références sur le plan de l'histoire des idées écologiques.
ou écologiste, c'est Serge Audier, qui est un philosophe qui a fait un énorme travail, duquel je m'inspire là. Il a publié L'âge productiviste en 2019. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en mettant à jour des courants minoritaires dans ce qu'on appelle historiquement la gauche, il rejoint les réflexions du grand dirigeant syndical italien Bruno Trentin, qui lui a fait le même exercice d'un acteur plus impliqué dans l'action, puisque c'était un syndicaliste et un dirigeant communiste italien, sur l'héritage du côté des penseurs du mouvement ouvrier, sur la question du travail, de son organisation et des relations entre le travail et la politique. Et lui aussi met à jour donc l'existence de courants minoritaires du côté de l'anarcho-syndicalisme, du syndicalisme d'action directe, du conseillisme, de Rosa Luxembourg, un certain nombre d'auteurs comme ça, qui se sont écartés de la pente dominante du mouvement ouvrier à la fois social-démocrate ou communiste, qui finalement reportait à un avenir ultérieur la transformation du travail, faisant un petit peu l'impasse sur la manière dont se développait le capitalisme et la production, et l'organisation de la production. Mais on vient de loin. Je vais citer Serge Audier, pour qui la destructivité environnementale est inscrite au plus profond des organisations et des dispositifs économiques, sociaux, administratifs, technologiques. Elle imprègne notre culture, longtemps organisée autour de l'idée de progrès, vue comme une sorte de mouvement linéaire et global, c'est-à-dire comme s'il y avait, et ça a été une idéologie très forte jusqu'aux années 60-70, comme si il y avait dans tous les domaines de l'existence un progrès qui cheminait du même pas. Il y avait quand même les guerres mondiales et Hiroshima qui était passé par là et qui amenait à douter et à se poser la question, comme disait l'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que le progrès dans un domaine pouvait aller avec des catastrophes et des régressions catastrophiques dans un autre domaine. Voire, en l'occurrence, le même progrès technique, le nucléaire, pouvait être utilisé de manière catastrophique, Hiroshima, Nagasaki, ou potentiellement les usages civils du nucléaire, potentiellement de manière pacifiste ou progressiste. Donc cette idée de progrès, donc, elle a été fortement interpellée dans un premier temps par ces guerres mondiales, par Hiroshima, et puis ensuite par ce qu'on va appeler les dégâts du progrès. Je cite ce livre qui est issu d'un colloque de la CFDT tenu en 1976. Le livre est paru en 1977. Donc voilà, on est, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans un moment d'avancée du côté du mouvement ouvrier, dans la prise en compte du fait que le progrès n'était pas linéaire et qu'il fallait s'interroger sur les dégâts du progrès. Alors la pensée, cette fameuse pensée productiviste, si elle est si fortement inscrite dans notre culture, c'est qu'elle vient de très loin. Elle vient de ce qu'on appelle la modernité, que certains rattachent à la Renaissance, d'autres plutôt à la philosophie, au XVIIe siècle et à la pensée des Lumières. Toujours est-il que moi, ce que je retiens dans cette pensée, et qui est quand même très forte, on a été en tous les cas, ma génération, et je pense encore beaucoup les générations actuelles, baignées dans cette idée d'une séparation entre culture et nature, entre l'humain et le non-humain. Avec cette idée que l'humain est finalement engagé dans une mission prométhéenne de maîtrise, par la connaissance notamment, mais par l'action aussi, de maîtrise de la nature. J'ai bien aimé cette formule que j'ai trouvée dans la bouche d'une militante écologiste il y a quelques jours à la radio, et qui fait le rapport, parce qu'elle se présente aussi comme porte-parole de la dimension féminine et féministe de l'écologie, c'est-à-dire côté rapport dominant à la nature, cette idée qu'on peut prendre, utiliser et jeter, de même que dans la domination masculine, on peut prendre, utiliser et jeter le corps des femmes. Et donc, je crois que ça tient à une force de la pensée justement écoféministe qui cherche à relier ce rapport au monde comme étant lié à la fois à une période de l'histoire de l'humanité et à la domination masculine.
Or, les penseurs, les premiers penseurs, et en particulier les principaux d'entre eux, je pense à Karl Marx et à Friedrich Engels, ont été pris en grande partie dans cette idéologie des Lumières et cette idéologie productiviste. Mais cette idée donc traverse tout l'arc des idées philosophiques et politiques pendant très longtemps. Ça domine énormément dans la pensée socialiste, républicaine, libérale. Hein. De tous les côtés, on retrouve cette matrice commune, hein, d'un progrès. Alors, bon, du côté évidemment de la pensée socialiste, le progrès technique et l'industrialisation est vu comme la condition pour faire sortir les pauvres et les ouvriers de la misère. Pour les libéraux, ce n'est pas tellement cette conception, mais on se retrouve autour de cette idée qu'il faut pousser le développement de ce qu'on appelle dans la tradition marxiste, par exemple, les forces productives. Ces forces productives, elles sont dominées par la figure de l'industrie qui, dès le 19e siècle, provoque des dégâts environnementaux considérables. Alors, mais il y a, y compris chez ceux qui ont été utilisés du côté de l'industrialisme et du productivisme, comme Marx, il y a des textes qui ont été complètement occultés, méconnus, qui n'ont pas été réappropriés dans la tradition dominante du mouvement marxiste et ouvrier. C'est cette idée que, c'est une phrase de Marx, hein, le capital, comme rapport social, détruit en même temps l'homme et la terre. Voilà. Et cette double face du capitalisme, hein, dans ses dégâts sociaux et dans ses dégâts environnementaux, ça a une très très grande actualité. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, y compris un théoricien écologiste comme Serge Latour, met sur le même plan, hein, l'explosion des inégalités sociales et la catastrophe climatique possible à venir, comme deux faces d'une même médaille, liées à un capitalisme devenu un peu fou, un capitalisme déréglementé, que même les partisans les plus lucides de ce système économique pensent à réguler aujourd'hui pour essayer de le faire rentrer dans sa boîte, mais ce n'est pas le cas de tous nos responsables, malheureusement. Voilà, donc une dominante productiviste avec des courants minoritaires. Alors, Serge Audier cite par exemple un penseur comme John Minter Morgan, un des fondateurs du socialisme chrétien, qui a publié La révolte des abeilles, en 1826, qui est un des textes fondateurs du pré-socialisme les plus oubliés et les plus intéressants sous l'angle écologique. C'est un disciple du grand penseur socialiste britannique Robert Owen. Je termine cette première partie sur la question des courants minoritaires. Hein. Là aussi, on découvre en lisant le livre de Serge Audier que dans la jeune Russie soviétique, jusqu'à la fin des années 20, il y a aussi des expériences très intéressantes sur le plan de la protection de l'environnement, en particulier de la forêt, avant que l'industrialisme et l'industrialisation à outrance emportent tout sur son passage, hein, puisque l'Union soviétique a été critiquée à juste titre pour connaître des dégâts écologiques au moins aussi importants que ceux qu'on a connus dans le système capitaliste, au point qu'on peut se demander dans quelle mesure le système économique en question était véritablement socialiste, ou si ce n'était pas un capitalisme d'État, vaste question. Et moi, je veux mettre ça en rapport, puisque c'est un peu mon domaine, avec les questions du travail et de la critique du travail. Ce qui est vrai dans le domaine de la critique écologiste, donc dominé dans l'histoire des idées socialistes au sens large, on va dire, est vrai du côté de la critique du travail, dans l'histoire des idées de gauche ou socialiste, puisque, et là je renvoie à ce livre qui est quand même un très grand livre de Bruno Trentin, qui a été traduit 15 ou 20 ans après sa parution en italien en France il y a quelques années, hein, à l'initiative d'Alain Supiot, le grand juriste du travail. Il s'appelle La Cité du travail. Et dans ce livre, il y a toute une partie qui consiste à un retour critique sur la manière dont, en fait, le léninisme principalement, puisqu'il est issu de cette culture, finalement a accepté le taylorisme
avec cette idée qu'il fallait bien développer la production avant d'imaginer de l'organiser autrement. Eh ben non, il dit ça ne marche pas comme ça, parce que si on accepte l'organisation capitaliste du travail, on accepte la subordination de l'homme au travail et finalement l'impossibilité de l'intervention de l'homme dans la cité. C'est pour ça qu'il appelle ça la cité du travail. Parce qu'en dehors du travail, quand on est dominé dans le travail, on n'est pas un véritable citoyen en dehors du travail. Donc voilà, il se dit, il avance cette thèse que pour libérer l'initiative des salariés dans le travail, il y a un certain nombre de nouvelles institutions à imaginer. Là, ça ouvre toute une boîte noire de débats très très intéressants qui sont en cours, hein, et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Parce que sinon, la passivité du travailleur va se retrouver dans sa vie de citoyen. Et c'est complètement d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, l'économiste et par ailleurs animateur du mouvement Attaque qui s'appelle Thomas Coutreau, qui a fait une publication très intéressante sur ces questions-là aussi, et parce que c'est aussi un statisticien, et il démontre statistiquement le lien entre la faible autonomie dans le travail et l'abstention, voire le vote Front National. Ça, c'est une très grande première. Bon, c'est des choses qu'on pouvait pressentir, mais là, elles sont maintenant objectivées de manière statistique. Voilà, donc j'en viens à mon deuxième point. Si on regarde maintenant du côté des luttes ouvrières, et là aussi, quand on fait métier d'historien, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'en retient finalement, ce qu'on en retient de manière un peu superficielle, c'est-à-dire le dominant, ce qui a dominé dans l'histoire. Et donc on va dire, par exemple aujourd'hui, le syndicalisme a toujours été quasiment absent sur les questions de santé ou d'environnement. C'est faux. C'est faux quand d'abord, moi qui connais un petit peu l'histoire de la santé au travail, dès la fin du XIXe siècle, il y a des luttes d'ouvrières, en particulier des femmes ouvrières très très fortes, pour l'interdiction d'un certain nombre de poisons utilisés dans l'industrie, hein, puisque les premières maladies professionnelles reconnues comme telles sont des maladies qui étaient liées à l'usage du plomb, par exemple, certains usages de certains matériaux dans la fabrication des allumettes, dont je ne me souviens plus exactement lesquels, mais donc il y a un patrimoine dominé, mais il y a un patrimoine dans l'histoire des luttes ouvrières sur la question de la santé au travail, et il y a un patrimoine dans l'histoire des luttes ouvrières sur les luttes concernant l'environnement. Hein, c'est un domaine assez méconnu, mais par exemple, dans les régions en particulier où des industries à risque comme les raffineries de pétrole ont fait parler d'elles très tôt, comme dans la vallée du Rhône, à Feyzin, où il y a eu une grande catastrophe industrielle en 1960 et quelques, 67 je crois, avec une explosion qui a fait beaucoup de morts, une raffinerie. Mais on s'aperçoit que dans la foulée de cet événement, les syndicats, CGT comme CFDT, avec des approches un peu différentes, ont développé toute une série d'initiatives avec les riverains, avec les collectivités locales pour réglementer en particulier cette activité industrielle et pour essayer d'élargir les droits des travailleurs et des usagers sur le contrôle des activités à risque. Donc voilà, il y a des études qui ont été faites sur cette histoire. Je le citais tout à l'heure, le colloque et les initiatives de la CFDT dans les années 70 sur les questions des mésusages des techniques, hein, les dégâts du progrès, dégâts dans l'entreprise et dégâts en dehors de l'entreprise. Et puis j'aime bien citer, parce que ça j'ai appris en préparant cette conférence, en 1967, imaginez-vous qu'aux USA, le secrétaire du puissant syndicat des travailleurs d'automobiles demande la réduction de la production des automobiles. Donc vous voyez qu'on est dans cette période-là, les années 60-70, dans une période d'avancée, de prise de conscience déjà très forte des dégâts du productivisme et du consumérisme, jusque dans le mouvement syndical. Mais avec cette contradiction évidemment classique, et qui va être redoublée dans les années 80 avec la crise de l'emploi, c'est, bon, est-ce que la défense du travail, des emplois, n'est pas contradictoire avec la défense des consommateurs? Et il y a effectivement de multiples exemples où cette rencontre ne se fait pas, parce que spontanément, l'intérêt immédiat
des travailleurs représentés par les syndicats, c'est de défendre la boutique, même si elle est toxique. Alors que l'intérêt à plus long terme pour les riverains ou plus généralement pour la population ou les consommateurs ou les usagers, c'est à la limite la fermeture et la reconversion de ces activités. Alors, la grande question, c'est que traditionnellement, les opportunités de reconversion sont proches de zéro. Les politiques publiques d'encouragement, d'organisation de la reconversion, c'est pas la tasse de thé du système. Hein. Donc les travailleurs se retrouvent régulièrement confrontés au dilemme impossible entre perdre son boulot, perdre son identité sociale dans un certain nombre des cas, l'impossibilité de déménager pour se reconvertir ailleurs, ou la poursuite d'une activité qui n'est pas forcément une activité idéale pour l'environnement. Je pourrais parler aussi, on pourrait faire une séance entière sur l'expérience italienne des années 69, 70, 71, début des années 70, l'automne chaud italien, notamment dans le nord de l'Italie, autour de la Fiat, qui génère une inventivité, une prise d'initiative des syndicalistes, des ouvriers, à la fois sur leurs conditions de travail, et puis dans l'espace hors travail, toute une série d'initiatives aussi très intéressantes en termes de santé publique autogérée. Hein. Ce sont des parenthèses parce que avec la crise, avec les débats qui sont posés à l'intérieur des mouvements sociaux, etc., mais surtout avec la crise économique terrible qui commence à emporter beaucoup de choses à la fin des années 70, eh bien, on a oublié un peu toutes ces expériences, alors qu'aujourd'hui, à mon avis, il faudrait revenir sur ces expériences, les étudier à la loupe pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous enseigner dans la nouvelle conjoncture actuelle, qui, comme je le disais tout à l'heure, est quand même marquée par l'épée de Damoclès de la fin de l'humanité, avec le réchauffement climatique. Alors, peut-être pas à échéance de 50-10 ans, mais à échéance de quelques décennies, la perte totale de contrôle de l'humanité, du système, sur les conditions de vie de cet humain. Donc voilà, j'en viens à mon point principal. Bon, je vois que je suis à peu près dans les temps, parce que j'ai réussi à passer sur la des choses. J'ai 19h11, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est cette idée, alors qui est peut-être qui vous est peut-être un peu moins familière, donc je vais m'arrêter un peu dessus, et puis c'est des questions compliquées, mais cette idée, la crise du travail fait monter de l'intérieur du monde du travail les enjeux sanitaires et écologiques. Alors je commencerai par citer quelques exemples récents de catastrophes industrielles ou sanitaires, ou d'affaires qui ont fait scandale, et puis essayer de montrer comment dans chaque cas, mais je n'aurai pas le temps de traiter de tous les cas, puis on n'a pas forcément accès à tous les dossiers, comment dans chaque cas, il y a un lien entre la manière dont le travail est dégradé finalement et les effets en termes catastrophiques. Alors, ce sont des exemples qu'aime bien prendre mon ami Yves Clos, qui est un psychologue du travail qui fait quand même une référence par ses travaux, dans ses réflexions sur qu'est-ce qui arrive au travail et de plus en plus, quels sont les effets délétères du travail sur les produits et les services issus du travail. Donc, ce sont des exemples qu'il utilise lui-même, hein, comme moi j'en ajouterai d'autres. Par exemple, j'ajoute, alors ceux qu'il aime bien utiliser, Yves Clos comme exemple, c'est l'exemple de Volkswagen et celui du Dieselgate, l'exemple de l'EPR de Flamanville, l'exemple de Lactalis. Et voilà, c'est les trois principaux exemples qu'il a étudiés lui de près. Mais il y en a d'autres. J'ai envie de citer, par exemple, le cas d'AZF Toulouse, hein, une catastrophe intervenue il y a 20 ans exactement, en 2001, qui a fait quand même 35 morts et 2500 blessés à Toulouse. Et mon ami Rémi Jean a fait une expertise pour le comité d'entreprise, le comité ou le CHSCT ou le CHSCT interentreprise locale. Et il a bien montré dans ses travaux comment le point de fragilité explicatif, même si c'est toujours un engrenage de causes complexes, un accident industriel,
il y avait une responsabilité majeure de la sous-traitance, du fait que des opérations qui n'auraient pas dû l'être étaient sous-traitées à des entreprises extérieures. Donc ce mouvement de sous-traitance qui a été très généralisé depuis une quarantaine d'années maintenant par toutes les grandes entreprises dans une logique de réduction des coûts, dans une logique d'organisation au plus juste, comme on dit, c'est la multiplication des réseaux de sous-traitance, de l'existence d'un réseau de sous-traitants de premier degré qui eux-mêmes sous-traitent à des entreprises de sous-traitance du deuxième degré, troisième degré, etc. Ça peut aller très très loin. C'est l'organisation de l'irresponsabilité finalement des entreprises sur leur intervention. Et Rémi Jean a bien expliqué comment, dans cette catastrophe, c'est la sous-traitance qui était principalement mise en question. Donc l'organisation du travail au sens large, hein, vous voyez bien. Alors l'exemple de Volkswagen, et en fait autour du scandale Volkswagen, il y en a bien d'autres. Hein. D'abord, Volkswagen, c'est une firme avec plusieurs marques. Hein, mais c'était le cas le plus visible. Il faut savoir, là je me suis de nouveau un peu informé, que toutes les entreprises automobiles, peu ou prou, étaient concernées, y compris nos fleurons français, Renault et Peugeot, soupçonnés d'avoir triché. D'avoir triché sur quoi? Sur les émissions des moteurs en termes de gaz toxiques, hein, soit CO2, soit l'hydroxyde d'azote, hein, concernant le premier scandale principalement. Et donc, peu ou prou, hein, on peut s'interroger sur l'implication de toute une série de firmes automobiles dans la triche, essayer de comprendre pourquoi il y a triche. Alors, c'est tout sauf anodin, hein, c'est ce genre de catastrophe industrielle. D'abord parce que dans l'environnement, c'est la non-application d'un certain nombre de normes techniques publiques qui ont été mises en place pour essayer de contenir, de limiter la pollution. Mais c'est également catastrophique pour les firmes elles-mêmes. 11 millions de véhicules qui étaient équipés de logiciels truqueurs, hein, pour Volkswagen. Ça lui a coûté la bagatelle de 30 milliards d'euros au groupe. Comme s'amuse un petit peu aussi à le dire Yves Clos, ça n'a pas seulement eu des effets sur les performances industrielles du groupe à court terme, puisque bon, pendant un certain temps au moins, les acheteurs se sont détournés de cette firme automobile, mais aussi sur la performance financière, parce qu'il y a eu un effondrement de la bourse. Donc, quand la non-qualité des produits se retourne contre les performances financières, ça doit quand même interpeller les responsables de ces firmes. Ça les interpelle tellement qu'ils font l'objet là de poursuites pénales. Hein. Mais ce que montre le dossier, c'est qu'il n'y a pas eu d'ordre venu d'en haut pour dire fabriquez-nous des logiciels truqueurs. C'est que les ingénieurs développeurs en charge de l'objectif de diminuer les émissions des moteurs en termes de gaz polluants étaient face à de telles contraintes de délai pour la livraison sur le marché américain des véhicules qui se sont entendus entre eux pour dire bon, on ne va pas y arriver avec ces objectifs, avec ces prescriptions-là de délai, donc entendons-nous pour tricher, pour truquer. Donc les travailleurs, les ingénieurs développeurs ont eux-mêmes intériorisé ce que Yves Clos appelle le conflit de critères entre les délais et la qualité, pour donner la priorité, sous toute une série de pressions intériorisées, au délai, quitte à tricher. Et il ajoute, en tant que psychologue du travail, c'est catastrophique pour les individus eux-mêmes, qui, à court terme, de toute façon, ne peuvent pas se regarder dans la glace, ne sont pas fiers du travail qu'ils font, et à moyen terme, avec l'effondrement de l'image de marque de l'entreprise, c'est aussi catastrophique pour tous les travailleurs de la boîte. Alors, il y a un autre cas sur lequel il s'est pas mal penché, d'autant plus qu'il y a un rapport officiel dessus qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le cas de l'EPR Flamanville. Assez croquignolesque, hein, je veux dire.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, ce projet, donc, ce sont des réacteurs de troisième génération, hein. EPR, j'ai appris que ça voulait dire European Pressurized Reactor, hein, c'est-à-dire réacteur européen pressurisé. Parce qu'il y a un système de pressurisation des eaux qui est original, mais je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Les travaux commencent en 2007, ils devaient se terminer en 2012. Aujourd'hui, on annonce 2023 au plus tôt. Donc, il y a une multiplication par 3 des délais de réalisation de ce chantier. Et il y a quasiment pareil, hein, d'ailleurs c'est mécanique, hein, une multiplication par 3 de la facture qui passe de 3 à 12 milliards d'euros. Entre nous, qui c'est qui va payer la facture? C'est vous et moi, hein. Donc ça concerne quand même les clients, les usagers, les citoyens, les électeurs, hein, cette affaire-là. C'est un fiasco industriel qui a été reconnu et étudié dans un rapport officiel remis au ministre de l'économie en octobre 2010. Je le cite, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? La multiplication des contrôles à tous les niveaux ne suffisait pas à garantir la qualité des réalisations. C'est pourtant bien cette exigence de qualité à toutes les étapes du processus, depuis les études de conception jusqu'aux spécifications techniques de détail, depuis les opérations lourdes de fabrication jusqu'au dernier geste du soudeur, qui fera le succès des chantiers futurs. En novembre 2010, ça remonte à la première découverte de problèmes, Areva, qui était en charge du chantier, détecte des défauts sur 80% des soudures faites à l'usine de Chalon-Saint-Marcel pour le couvercle de la cuve du réacteur. Donc voilà, les problèmes de qualité se sont multipliés. Ils sont liés aussi à l'inflation du réseau de sous-traitance et on arrive à une situation ubuesque où un projet qui est un fleuron présenté comme un fleuron des capacités industrielles nationales, échoue lamentablement. Entre parenthèses, il y a déjà des EPR en route, j'ai vu en Chine ou dans d'autres pays. On pourrait multiplier les exemples dans l'industrie alimentaire, chez Lactalis, hein, où là aussi scandale sanitaire, on s'aperçoit que la contamination des aliments pour bébés à la salmonelle sont liées à la présence de la salmonelle depuis des décennies dans l'usine parce qu'un certain nombre d'opérations d'hygiène n'ont pas été réalisées. Ça a été démontré, attesté par un certain nombre d'anciens ouvriers, en particulier d'anciens intérimaires de Lactalis, qui parlent une fois qu'ils sont sortis de l'usine. C'est vrai aussi, ça c'est un exemple qu'on peut aussi prendre dans le système hospitalier français. Les urgentistes alertent depuis avant la crise sanitaire, des conditions déplorables qui sont faites aussi au service d'urgence dans l'hôpital. Vous avez peut-être en mémoire le cas de cette jeune femme qui est décédée suite à des appels infructueux au SAMU de Strasbourg. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu de transmission et il ne peut pas y avoir de transmission des appels, de tous les appels aux médecins régulateurs. Vous savez, quand vous appelez pour le SAMU, vous ne tombez pas sur un médecin, vous tombez sur des opératrices ou des opérateurs qui régulent les appels, qui les trient. Seuls les appels jugés vitaux ou importants ou non fantaisistes sont transmis à des médecins réanimateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, tout simplement. Et donc, comme ce que disait Yves l'autre jour dans une conférence que je regardais, comme en gros 30% des appels au SAMU sont des appels fantaisistes, parce que les gens pètent un plomb, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont trop seuls chez eux, eh bien, les opératrices et les opérateurs prennent sur eux de faire un tri. Et puis, des fois, le tri, il est mal fait. Et là, ça s'est traduit par le fait qu'une jeune femme de 22 ou 24 ans est morte, parce que le SAMU, les ambulances sont arrivées trop tard. Voilà, donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que le travail est maltraité. Donc, je ne vais pas faire un non-développement, mais je vais donner un petit peu les mots-clés de ce qui se passe depuis des décennies maintenant dans le monde du travail et qu'on retrouve dans toutes les observations, dans toutes les enquêtes, dans toute la littérature sociologique ou psychologique sur la situation du travail. La pression des délais, le manque d'effectifs,
l'éclatement des collectifs de travail, notamment par la sous-traitance, l'isolement, l'individualisation, voire la solitude dans l'activité de travail, se sont développés. Il y a un grand ergonome qui s'appelle François Danielou qui a eu une formule un peu condensée comme ça pour dire qu'est-ce qui était en jeu aujourd'hui, c'est que les travailleurs, les travailleuses sont amenés à faire de plus en plus dans un contexte de solitude ou de difficulté d'échange, des choix compliqués, et on peut ajouter des choix compliqués qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Évidemment, ça s'accompagne d'une inflation de ce qu'on appelle en ergonomie le travail prescrit, c'est-à-dire toutes ces normes qui encadrent le travail et qui orientent l'activité de travail, normes d'interdiction, de prescription positive, etc. Évidemment, plus il y a de fragilité, plus il y a de danger, plus il y a d'accidents qui interviennent, plus l'appareil technocratique, bureaucratique, des normes publiques et des normes privées d'entreprise va se développer. Donc, on a ce mouvement paradoxal d'une inflation de normes techniques supposées prévenir les problèmes, et ça a été le cas, par exemple, sur le chantier industriel de l'EPR, et, donc les conditions de plus en plus difficiles de mise en œuvre de ces normes. Hein. C'est donc cette distinction basique entre le travail tel qu'il est prescrit et le travail tel qu'il se fait dans la réalité, le travail prescrit et le travail réel. Eh bien, il y a une tension là qui tend à être de plus en plus problématique, d'autant plus que la déréglementation sociale, celle du droit du travail en particulier, interfère avec la dégradation des conditions et de la qualité du travail. Alors, en arrière-plan, évidemment, il y a des logiques macroéconomiques que vous connaissez bien, la financiarisation des entreprises dans le secteur privé et dans le secteur public, l'importation de modes de réflexion, de management, de gestion qui viennent justement du secteur privé commercial. Mais concrètement, ça se traduit donc par ce que j'ai dit, ce processus d'isolement et de dégradation des collectifs. Une autre idée importante sur laquelle on peut partir en réfléchissant sur ce que devient le travail avec les ergonomes et les psychologues, c'est que toute activité de travail, même apparemment la plus simple apparemment, est une activité d'arbitrage ou de régulation individuelle et collective entre des critères qui sont prescrits et la situation réelle dans laquelle on doit bosser, qui est toujours variable, qui est toujours imprévue, plus ou moins. Évidemment, il y a plus d'imprévus dans le travail du chirurgien, peut-être, que j'entendais l'autre jour à France Culture, qui me faisait penser à cette réflexion sur les conflits de critères, et le travail de la balayeuse dans un hôtel ou dans un bureau. Quoique, en tous les cas, il faut partir de ce problème majeur. Il n'y a pas d'activité réussie sans arbitrage réussi entre des critères qui ne sont pas spontanément convergents. Or, qu'est-ce que c'est qu'une culture professionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'un métier? Qu'est-ce que c'est que les ficelles du métier qui marchent? Eh bien, c'est la possibilité en collectif de s'entendre sur la manière de faire avec ces arbitrages, avec ces conflits. Hein. Donc, vous comprenez bien que quand le collectif se dégrade, quand la discussion n'est plus possible sur comment on fait le boulot, eh bien, chacun se retrouve seul à faire des choix qui sont souvent impossibles. Bon. Pour Yves Clos, c'est ce qu'il appelle les controverses professionnelles, les controverses sur la manière de faire le travail qui ne sont plus possibles. Il n'y a plus d'espace-temps pour discuter de comment on fait les uns les autres devant des problèmes plus ou moins compliqués ou imprévus. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est de restaurer les conditions de cette controverse professionnelle. C'est ce qu'il appelle l'institution, la mise en place d'une institution nouvelle dans l'espace de travail pour mettre en débat les enjeux de la qualité du travail. C'est ce qu'il appelle aussi comment on fait face à ce qu'il appelle l'activité empêchée. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le travail, l'activité, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on aimerait faire.
Et d'un point de vue psychologique, ce qui nourrit le sentiment de souffrance, les épreuves d'impuissance, c'est cet empêchement à faire ce qu'on aimerait faire. Donc voilà, il me semble qu'on a une clé très, très, très intéressante et très importante pour comprendre la dégradation du travail et donc ses effets sur ce qui sort. Une dernière remarque peut-être sur les transformations du travail, c'est que tout cela se fait de plus en plus dans nos sociétés où 80% des travailleurs et des travailleuses sont dans des activités de service. C'est d'autant plus compliqué d'arbitrer entre les différents critères du travail bien fait qu'on est confronté à des personnes en chair et en os, qui sont des usagers au guichet, qui sont des clients dans le magasin. C'est-à-dire que là, on n'a pas seulement affaire à un arbitrage entre le prescrit venu d'une direction, d'une hiérarchie, et puis ce qui est à faire au quotidien, mais il y a l'intervention d'un tiers acteur, d'un coproducteur du travail qui est quelque part l'usager ou le client. Et donc, il faut bien faire avec les attentes, souvent très différenciées, du parent d'élève, du malade. Donc, vous voyez que les conditions de réalisation du travail se sont considérablement compliquées avec le fait que nous sommes dans une société et dans une société de travail de service. Pas que, parce que bon, si on prend quand même les activités industrielles et de construction, par exemple, de bâtiments, travaux publics, ça fait encore un gros paquet du travail, et notamment du travail ouvrier. Mais majoritairement, aujourd'hui, même si on est dans ce qu'on appelle des back-office, loin du client ou de l'usager, on est confronté à la question de l'efficacité, de la qualité des services. Donc, de la prise en compte de ce nouvel, entre guillemets, acteur qui a ses attentes, encore, je redis, qui est le client ou l'usager, en tous les cas, le consommateur. C'est une contribution, celle d'Yves Clos, celle de Thomas Coutreau et celle d'une série d'autres chercheurs, mais aux côtés aussi d'acteurs qui disent que finalement, pour sortir de cette dégradation, il n'y a pas d'autre solution que de donner ou de redonner davantage de pouvoir aux premiers intéressés, c'est-à-dire aux travailleurs, aux travailleuses. Et là, bon, s'ouvre un grand débat sur comment faire. Dernière idée très importante aussi, alors l'objectivation dans les chiffres de l'importance du travail empêché a pu être réalisée dans les dernières grandes enquêtes de la DARES en particulier, qui, avec cette question nouvelle dans les enquêtes sur les conditions de travail, est-ce que vous avez un peu, beaucoup, souvent ou pas, êtes-vous parfois, souvent, ou pas du tout, ou jamais, fier du travail que vous réalisez? Et on a des chiffres étonnants, c'est-à-dire qu'on a plus d'un tiers, notamment des fonctionnaires ou des ouvriers, qui disent non, je ne suis jamais fier de ce que je fais. Donc, vous voyez un peu l'état du travail. Et l'autre idée que je voulais avancer, je l'ai oublié, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Oui, le sentiment d'impuissance. Oui, c'est cette idée aussi qui est objectivée maintenant par les réponses au questionnaire. Quand on cherche à faire des liens entre la qualité du travail, le rapport au travail, le sens du travail et la santé mentale au travail, et on s'aperçoit que la pire des situations, c'est quand les gens ont la possibilité de s'exprimer, certes, dans leur travail, mais que ce qu'ils disent n'est jamais pris en compte. Donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression, d'espace d'expression, dans le cadre de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, qui est très à la mode. On va faire des réunions d'expression. Mais ça a déjà été démontré d'ailleurs à propos de la grande expérience grandeur nature des droits liés aux lois Ouroux dans l'après-81. Donner la possibilité de s'exprimer aux gens sans que jamais ne soit tenu compte de leurs propositions, c'est encore pire pour leur santé mentale. Et là, ça peut se traduire effectivement par des attitudes de retrait, de repli, de rapport instrumental au travail, de prise de distance, et y compris de bâclage du travail, voire de triche au travail, avec tous les effets délétères que ça peut avoir. Et là aussi, c'est une phrase que Yves Clos aime bien citer, c'est celle d'un sociologue, Pierre Naville, qui, quand on y réfléchit, est plein de bon sens en même temps. Pierre Naville, Essai sur la qualification du travail, 1955,
l'homme, enfin l'humain, hein, on dirait aujourd'hui l'humain, possède le goût du travail efficace et déteste les efforts inutiles. Il a le sens des avantages, de la fonctionnalité et de la compétence, ainsi que celui des inconvénients, de l'absurdité, du gaspillage et de l'incompétence. Dans le rapport au travail, il y a comme quelque chose de vital qui s'exprime dans la recherche de faire au mieux, aussi en s'économisant. Hein, ça fait partie des critères qui sont souvent en contradiction avec d'autres, c'est comment je fais au travail en économisant mon corps, en économisant ma fatigue, hein, en restant performant, comme on dit aujourd'hui. Voilà, j'arrive à 55 minutes, c'est super, j'arrive à la conclusion. Donc, je pourrais peut-être développer un petit peu s'il y a des questions sur ce plan. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui peut paraître aux antipodes des conditions les plus favorables pour les rencontres entre les luttes syndicales et les luttes écologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une catastrophe qui est en train de se produire sur le plan de l'emploi, avec la multiplication des fermetures d'entreprises et l'interpellation publique sur un certain nombre d'activités, notamment l'aéronautique, du point de vue de l'avenir de ces activités qui sont particulièrement sur la sellette du point de vue de la responsabilité dans le réchauffement climatique. Alors, j'ai trouvé dans l'actualité 2 exemples qui sont prometteurs et qui disent qu'il n'est pas fatal dans la période à venir, et c'est là que j'encourage notamment les plus jeunes chercheurs à lancer des chantiers d'enquête sur ces questions, parce que ce qu'on trouve sur Internet ou dans la presse, c'est quand même un peu superficiel, quoique. Voilà, donc il y a 2 exemples dans l'actualité qui me semblent très intéressants. Un dans une actualité déjà un petit peu datée, parce que ça date de quelques mois, depuis j'ai plus vu grand-chose, c'est autour de l'aéronautique de Toulouse. Après un appel de plusieurs centaines de scientifiques qui sont déjà organisés à Toulouse dans une espèce de collectif interdisciplinaire très tourné sur les questions écologiques. Donc, après un appel, une interpellation publique de ces scientifiques faite à tous les parties prenantes de la question de l'industrie aéronautique, qui est une quasi-mono-industrie, hein, Toulouse, ça représente, je crois, 100 000 emplois. C'est monstrueux entre Airbus et tous ses sous-traitants. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés. Et donc, il y a une interpellation, un débat public sur comment on fait pour sortir de l'industrie aéronautique sans casse sociale. Or, cet appel, il a été repris notamment par l'Université populaire de Toulouse, qui me fait penser que peut-être que notre Université populaire du Pays d'Aix pourrait aussi jouer un rôle de lien, de mise en réseau, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers aussi dans la région Provence-Côte d'Azur qui peuvent s'opposer, hein, en termes de grands chantiers inutiles, en termes de reconversion des activités pétrolières peut-être, ce qui se passe autour de Gardanne, enfin bref, il y a un certain nombre de dossiers qui mériteraient quand même qu'on aille y voir de plus près. Donc c'est ces 4 militants associatifs qui produisent un texte « Toulouse sera-t-il un futur Détroit ?» référence à la grande ville du nord-est des États-Unis, qui était le bassin historique de l'industrie automobile, qui a perdu la moitié de sa population en 40 ou 50 ans. Donc est-ce que Toulouse va perdre aussi la moitié de sa population dans les décennies à venir, s'il n'y a pas une démarche citoyenne pour l'élaboration de propositions de reconversion? Quelques jours plus tard, le texte est discuté par le responsable syndical CGT d'Airbus, associé à un économiste, qui commence à discuter de l'avenir du transport aérien dans une perspective à la fois différente, mais commune, au sens où ils envisagent aussi la diversification des activités, pour ne pas rester captifs de la mono-industrie aéronautique. Donc en fait, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis au niveau de la chronologie, mais ce n'est pas très grave. Je crois que la première initiative, c'est celle des 4 militants associatifs venus de la Fondation Copernic, ATTAC, Université populaire de Toulouse et Amis du monde diplomatique, hein, qui les premiers publient un texte. Toulouse sera-t-il un futur Détroit, qu'on peut trouver sur Internet. Quelques jours plus tard, ce texte est discuté par le responsable syndical CGT d'Airbus,
début mai, c'est début mai, quelques jours plus tard, ou un mois plus tard, que l'atelier d'écologie politique Atécopole, un groupe d'une centaine de scientifiques, j'étais un peu marseillais en disant des centaines de scientifiques, publie une lettre ouverte aux salariés et salariés de l'aéronautique toulousaine, estimant qu'une diminution considérable du trafic aérien est nécessaire. Ces chercheurs appellent les salariés du secteur à un dialogue sur l'avenir de l'aéronautique. C'est vous qui pouvez soulever des réflexions et des revendications afin de rendre cette activité durable et bénéfique. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant comme démarche. Donc des chercheurs, des intellectuels écologistes, des scientifiques qui interpellent les salariés en disant finalement, vous avez la main. Vous avez aussi la main sur la question de la reconversion. Et donc, dans la foulée, il y a une vingtaine de délégations syndicales CGT, dans toutes les principales entreprises, j'imagine, du secteur, qui ont lancé une consultation auprès des salariés, dont les résultats doivent être connus en juin. Mais j'en suis resté là. Je ne connais pas les résultats de cette consultation. Affaire à suivre. Pas tout à fait terminé, parce qu'en mai, ça aussi c'est intéressant, un appel signé par plus de 700 étudiants du secteur de l'aéronautique à Toulouse. Il y a plein d'écoles là-bas, y compris les écoles d'ingénieurs, qui forment des étudiants sur cette industrie, qui demandent, ces 700 étudiants, qui voient que leur avenir immédiat est engagé, est menacé, qui demandent une réflexion sur la reconversion de l'aéronautique. Voilà. Et puis, le deuxième dossier que je trouve très intéressant, c'est celui de la raffinerie Total de Grand Puy, qui est une raffinerie qui est située en Île-de-France. Il y a actuellement un projet de reconversion de la direction de la raffinerie qui supposerait plusieurs centaines de pertes d'emplois et qui alors prétexté par un problème de sécurité sur l'alimentation du pipeline, mais qui consisterait à passer à la production d'agrocarburants. Et on voit que bon, il y a une lutte qui est partie. Je ne sais pas si c'est une grève ouverte ou sous quelle forme ça prend. Mais on retrouve la CGT, qui doit être le syndicat majoritaire là, sur ce site, aux côtés des organisations écologistes Greenpeace, Attaque, Oxfam, Amis de la Terre, les mêmes que celles qui avaient co-signé l'appel Plus jamais ça au moment de la pleine crise pandémique, qui refusent à la fois la casse sociale et le greenwashing. Pourquoi greenwashing? Puisqu'il s'agit de reconvertir cette raffinerie au biocarburant, ce que les opposants appellent les narcocarburants. Pourquoi? Parce que les fameux biocarburants, vous savez que ça passe par la déforestation et la réduction des terres cultivées. Hein. Donc, ce n'est pas du tout une piste de solution au problème énergétique et au problème des gaz à effet de serre. Et cette coalition, donc c'est une lutte plus récente, cette coalition travaille actuellement à une reconversion alternative du site. Donc voilà, pour terminer sur des notes positives, j'ai trouvé ces deux dossiers dans l'actualité, il y en a peut-être d'autres. Et donc, l'avenir dira, y compris l'avenir immédiat, dira si le potentiel positif l'emporte ou non sur le dominant négatif de la période. Je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions et interventions. Alors, je prends la parole 2 secondes. Donc, pour poser des questions, vous avez deux possibilités. La plus simple, c'est d'écrire la question en texte. Donc là, dans la petite zone en bas à gauche, là. Alors j'ai mis un écran là pour peut-être vous aider. Il y a une zone de saisie en bas à gauche là pour poser les questions. Et sinon, je peux essayer de vous donner la parole en audio pour ceux qui veulent. Alors je vais essayer de le faire tout de suite et je vais vous expliquer comment faire. Voilà. Donc ceux qui veulent parler, il faut. Là, j'ai montré sur le petit écran. Là, vous avez en bas l'icône bleue avec le casque. En fait, en cliquant dessus, il faut cliquer dessus pour dire quitter l'audio et après revenir, recliquer sur l'icône où il y aura marqué rejoindre l'audio. En fait, parce que l'idée, c'est de quitter juste l'audio et rejoindre l'audio pour autoriser en fait le micro. Donc, si vous voulez parler, il faut essayer de faire ça. Donc, en 2 temps. Voilà. Donc, il y a des possibilités aussi d'intervention écrite. J'ai remarqué qu'il y avait plus d'appétence pour les interventions écrites qu'orales, ce qui m'amuse beaucoup parce que moi, je pensais que ce serait le contraire, c'est-à-dire que l'écran et l'anonymisation relative de l'interaction allait amener
le public à intervenir oralement plus facilement qu'en salle. Oui. Et vous pouvez même partager votre webcam pour montrer votre tête, mais vous n'êtes pas obligé. Ouais, c'est sympa. Donc, je vois qu'il y a Christian qui essaye de se connecter. Donc, en fait, je vais vérifier que j'ai bien donné les droits. Non, c'est bon. Le problème, c'est qu'il ne m'entend pas, là, si je lui explique. J'ai oublié de vous dire que les 4 premières conférences sont enregistrées, sont disponibles sur le site de l'Université populaire du Pays d'Aix, avec bien d'autres, hein, des dizaines de conférences plus passionnantes les unes que les autres, hein, que vous pouvez trouver sur le site de l'UPPA. Ouais, j'ai vu que c'était pas mal consulté. Ça, c'est une des vertus de ces nouveaux systèmes qui permettent une certaine autonomie dans l'usage de son temps. Oui, j'ai partagé le lien, si vous voulez. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions. Oui, moi j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais si on t'entend. Si, ça marche. Ça marche? Bienvenue. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Christian. Bonjour Paul. Bon, ben, d'abord, merci pour tous tes apports à l'Université populaire du Pays d'Aix, parce que c'est extrêmement important et je pense que ça joue un rôle de ce que j'appelle une éducation populaire politique dont on a extrêmement besoin, notamment en ce moment. Moi, ma question, c'est le mot qui est dans le titre de ton intervention et que je ne retrouve plus dans ton intervention à propos de l'écologie. Alors, je ne sais pas où est le titre, je ne l'ai pas sur mon écran, je ne l'ai plus. C'est travail et bifurcation. La notion de bifurcation. Pourquoi parler plutôt de bifurcation écologique que de transition écologique, que de révolution écologique, que de transformation? Mais je ne sais pas. Je dis ça pourquoi? Parce que je travaille depuis plusieurs mois et même plusieurs années, tout seul dans mon coin. Je ne suis plus à Aix, je suis à Béziers maintenant pour des raisons de santé, dans un appartement avec ascenseur. Je travaille sur ce que j'appelle l'urgente nécessité d'une bifurcation radicale de l'histoire, sinon l'humanité va sombrer dans la barbarie. Terme évidemment de barbarie à redéfinir et à repenser en comparaison à l'animal ce qui s'est passé au XXe siècle. Alors pourquoi là, tu parles de bifurcation écologique et tu n'emploies pas un autre mot? Parce que le terme de bifurcation, à ma connaissance, est relativement peu utilisé dans le langage courant, et même dans le langage politique et dans le langage scientifique, à moins que tu aies des éclairages là-dessus. Merci Paul pour tes réponses. Merci de ta question. En fait, c'est une question que je me suis posée. En fait, c'est mon inconscient un peu. C'est-à-dire que j'avais sans doute plusieurs appellations possibles pour mon titre. Et c'est celle-là qui m'est venue un peu spontanément. Et je pense qu'elle m'est venue parce que c'est peut-être la plus radicale. Transition, oui, c'est un peu mou, je trouve. Transformation, c'est déjà mieux. Mais bifurcation, j'ai dû trouver ça dans mes lectures nombreuses que j'ai faites depuis un an. Hein, et j'avais beaucoup de retard à rattraper sur la pensée écologiste, comme beaucoup, sans doute, de ma génération, qui sommes venus à la conscience sociale par d'autres voies que la prise de conscience écologiste. Hein. Donc j'essaie de rattraper mon retard. Et puis je pense que c'est dans les programmes politiques aussi, je pense que c'est dans l'air du temps. Moi, ça m'a paru la formulation la plus radicale, c'est-à-dire qu'il faut bifurquer, il faut une inflexion très nette, dans laquelle on n'est pas du tout. Hein, si on en croit, oui. Si on suit un peu ce qui se passe en France, hein, c'est évident. Je ne veux pas polémiquer, c'est pas le rôle de l'Université populaire du Pays d'Aix, mais je renvoie à ce qui a été fait des propositions de la Convention citoyenne hein, pour le climat. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans la bifurcation écologique en France, mais pas plus à l'étranger. Il y a peut-être quelques pays qui sont des meilleurs modèles, mais je pense que partout on rencontre cet héritage dominant hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, le productivisme. Alors aujourd'hui, le productivisme dans sa version libérale, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait faire du greenwashing, on pourrait repeindre le capitalisme en vert, on pourrait acheter des droits d'émission, des choses comme ça. Hein.
tout montre que, et la crise dans laquelle on est encore, hein, l'épidémie, la probabilité d'un renouvellement de plus en plus fréquent des épisodes pandémiques mondiaux, fait qu'il y a urgence à bifurquer, quoi. Vraiment changer d'orientation. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis la notion de bifurcation, qu'on rencontre peut-être pas tellement dans mon exposé, sauf peut-être à la fin, hein, puisque je me dis, tiens, par exemple, si à Grand Puy, on a un programme de véritable reconversion écologique d'une raffinerie, porté à la fois par un syndicat ouvrier, historiquement un syndicat ouvrier, et par des associations écologistes, alors là, ce serait une rupture historique peut-être, et ça, voilà, ça nous indiquerait un peu ce que peut être la bifurcation. De même que si se développe une mobilisation multiple pour une reconversion, au moins partielle, mais urgente, et dès maintenant, des activités aéronautiques sur Toulouse, on sera dans une bifurcation. Voilà. Merci. Toujours pas full l'intervenant. Attendez, je regarde ça. Bon, très intéressante conférence, ça j'aime bien. Ah oui, alors je cherchais le mot de ce poison, un pesticide qui s'appelle chlordécone. Voilà, je pourrais le retenir parce que bon, ça a vraiment déconné, hein, avec si on peut dire, faire un peu d'humour simple, d'humour noir avec ce. Moi, j'ai trouvé ça quand même très démonstratif, hein, cette histoire-là. Et on en parle si peu. Vous entendez aux informations parler de la mobilisation des Martiniquais pour faire reconnaître leurs droits. Enfin, il y a un taux de cancer de la prostate, notamment dans ce pays, qui est supérieur à je ne sais plus combien de fois à la norme, enfin aux moyennes ailleurs. Je veux dire, c'est criminel, quoi. Ça fait partie des actes criminels, sans doute en grande partie issus, en plus, donc en toute connaissance de cause, de nos grands industriels et des pesticides et de nos pouvoirs politiques. En fait, il y en a d'autres, hein, on pourrait réfléchir. Moi, en lisant aussi, j'ai pris conscience aussi du fait qu'on dissociait trop souvent des questions comme par exemple la question de la guerre, des industries d'armement et la question écologique. Mais les plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle, ce sont les guerres. La guerre du Vietnam, c'est une catastrophe écologique durable, etc., etc. On aurait peut-être intérêt aussi à repenser les liens, hein, dans les mobilisations et dans la réflexion entre le pacifisme et l'écologisme. Voilà, donc j'attends d'autres interventions, d'autres questions orales ou écrites. N'hésitez pas. Parce que si, voilà, quand on consulte une visioconférence enregistrée, ben, la grande différence, c'est qu'on ne peut plus intervenir, donner son point de vue, hein, ce n'est pas seulement des questions qu'on attend, mais attention, il faut que je rebranche. Voilà. Bon, j'attends encore quelques minutes, mais je vais vous quitter, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, je ne sais pas, moi, si je prends la parole à la place de personne, je veux bien continuer autour de mon idée de bifurcation, parce que moi, la vision que j'en avais, ou que j'en ai, mais je n'ai pas beaucoup d'interlocuteurs là-dessus, c'était une bifurcation radicale et, je dirais, globale, pas uniquement écologique, quoi. Ouais. Les questions écologiques, les questions démocratiques, la question du travail, la question voilà, de l'imaginaire social, parce que l'imaginaire des droits de l'homme et du citoyen est quand même en forte décomposition, hein, notamment dans sa dimension universelle. Voilà, tout ce qui relève des nouvelles technologies, etc. C'est un ensemble de choses qui ont des liens extrêmement forts. Et si on parle de bifurcation, dans mon sens, c'est que cette bifurcation radicale doit concerner évidemment tous ces champs. Alors je fais partie en même temps des pessimistes, parce que je ne vois pas qu'on y aille très violemment,
cette bifurcation, mais en même temps, je tiens dans mes propos, du moins pour le moment, dans mes propos écrits, qui ne sont pas publics encore, une position qui serait relativement optimiste et qui dirait que cette bifurcation a commencé, pour moi, selon moi, sans que le mot soit employé non plus à l'époque, avec les socialistes utopiques, peut-être du début du XIXe siècle, des gens comme Owen, Fourier, Saint-Simon même, et quelques autres, et qui ont un rôle important dans la pensée de Marx. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis à propos de Marx et son côté marqué par l'idée de progrès, et que donc aujourd'hui on aurait des indicateurs ou des éléments qui feraient que des gens, des groupes, ce que certains appellent l'institution de commun, indiquerait que la bifurcation serait en route et serait le prolongement soit manifeste dans certains cas, soit d'une manière souterraine de tout ce qui s'est produit au XIXe siècle, y compris en prenant en compte, du point de vue politique, la Commune de Paris, dont il faudrait dire quelques mots, parce que ce n'est pas une révolution, une révolte, une insurrection comme les deux précédentes du siècle, c'est-à-dire 1848 et 1830, et même peut-être la Révolution française, sauf à établir une comparaison avec les sans-culottes. Mais je pense qu'il y a une bifurcation sous-jacente, mal connue, et qui émerge sous certaines formes aujourd'hui, mais qui ne fait pas, je dirais, convergence, pour employer un terme que tu as employé. Voilà, et là-dedans, évidemment, il y a fondamentalement la question écologique qui est la première question et la plus importante. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça que je me suis accroché techniquement avec mon ordinateur pour t'entendre, parce que j'ai vu que le terme y était et que ça m'intéresse de savoir comment on pense ce concept, par différence, par exemple, avec le concept de révolution. Ok, merci Christian pour ta contribution. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein. En apportant quelques précisions, d'abord, évidemment, pas de bifurcation écologique séparable d'une bifurcation du mode de développement social, économique, culturel, hein. C'est évidemment inimaginable. Deuxièmement, il y a eu des penseurs dissidents du productivisme et du consumérisme depuis longtemps. Oui. Il reste que ces penseurs quoique, il y a eu aussi des expérimentations sociales, hein. On pourrait parler du mouvement coopératif, des coopératives de consommateurs, un certain nombre de mouvements communautaires, avant 68 même, hein. Les féministères. Voilà, on pourrait trouver quand même quelques expériences comme ça, mais ultra dominés et qui ne pèsaient pas sur le mode de développement social dominant, hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de distinguer le registre des théories, des philosophies, le registre intellectuel, de l'histoire des idées, dans lesquelles on trouve des courants minoritaires, de l'histoire sociale dans laquelle, bon, ça a quand même eu un peu de lien et d'impact sur les mouvements sociaux dominants. Oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Cela dit, heureusement, il y a urgence, hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a des revues, il y a des écrits, je dirais même, il y a une ébullition, il y a une effervescence de la pensée de type écologiste aujourd'hui. C'est assez fascinant d'ailleurs quand on commence à se plonger. Et puis il y a un début de médiatisation, enfin, quelqu'un comme Serge Latour commence à être connu. Donc c'est assez marrant de voir aussi comment des penseurs qui, dans ma jeunesse, étaient quand même très présents, hein, dans le débat intellectuel, comme André Gorz, comme Ivan Illich, comme Jean Baudrillard, dans les années 80, bon, disparus, tous ces gens-là. Ah, ils sont de nouveau un peu remis au goût du jour. Quelqu'un comme Gorz, vraiment, et bon, qui est quand même présenté comme un des fondateurs, hein, de l'écologie politique. Oui. Voilà, et donc je disais un petit peu en plaisantant à moitié, en citant toutes les étiquettes aujourd'hui qui hybrident la notion d'écologie avec d'autres causes ou d'autres pensées, c'est quand même symptomatique d'une diffusion, sinon d'une dilution, hein, ça ce serait à discuter, mais en tout cas une diffusion du paradigme peut-être écologiste dans tout l'espace des idées philosophiques et politiques contemporaines, hein, y compris que ça peut, comment dire,
nourrir un écofascisme. Il existe un écofascisme. Il existe une Le nazisme est un. d'extrême droite des idées écologiques, mais qui sont complètement dénaturées par rapport à ce que nous, ici, on va entendre par écologie. En tous les cas, sur le lien, vraiment, c'est là qu'il y a peut-être moins de choses encore que ce qu'on pourrait espérer. C'est sur le lien entre le monde du travail, la situation faite au travail et aux travailleurs dans l'entreprise, dans les services et les questions d'écologie. Hein. Sachant, je ne sais pas si je l'ai dit au début, que le lien il peut être direct ou indirect. Hein. La question du lien entre l'activité à laquelle on participe et les émissions de gaz à effet de serre, c'est souvent très indirect. Par contre, si je suis travailleur dans une raffinerie, là, le lien est très direct. Si je suis dans une industrie à risque, le lien est très direct. Si je suis à l'hôpital, le lien avec la santé de la population, avec la santé publique, entre mes conditions de travail, les effectifs de l'équipe dans laquelle je suis et la sécurité et la santé des patients, il est très direct. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que un des terrains de lutte les plus prometteurs, depuis même avant la crise sanitaire, hein, ça fait des années, mais ce qui a explosé par sa centralité finalement dans cette crise épidémique, c'est le monde hospitalier, le monde des soignants hospitaliers. Là, je pense qu'il y a vraiment ça existe d'ailleurs ici ou là, mais il y a vraiment des convergences à construire, à développer entre les conditions faites aux soignants et les conditions faites aux soignés. Voilà, je ne sais pas si ce sera une conclusion, sauf s'il y a un de nos auditeurs qui… Oui, je demande la parole. C'est Rosemary, bravo. Oui. Oui. Bonjour Paul. Oui, deux petites choses. D'une part, je pense qu'il y a bifurcation, mais il y a aussi mutation. Je veux dire par là, mutation, c'est quand c'est déjà acté. Par exemple, en matière de biodiversité, on peut réellement, on est au pied du mur, immédiatement. Et je voudrais mettre en parallèle avec cela, ce dont tu parlais et qui laisse entendre que la dégradation dans l'industrie et dans le travail nécessite un temps long parce qu'il faut un temps d'adaptation pour ceux qui travaillent, pour ceux qui en prennent conscience. Et c'est là où je ne vois pas comment on peut faire se rencontrer, puisque c'était disons, l'explication de ta conférence. Comment peut-on se faire rencontrer l'effet productiviste? On le voit bien quand on est avec Danone et un patron un directeur qui veut ajuster écologie, santé et production, et puis le poids de la financiarisation. Donc tout ça est très difficile. Je pense qu'il n'y a que cette notion de temps qu'il faudrait intégrer et qui manque beaucoup, me semble-t-il. Je voudrais avoir ta position. Alors ma position, c'est que tu dis que bon, c'est acté pour la biodiversité. Je suis loin d'être convaincu que ça y est, on a bifurqué dans le domaine de la prise en compte de la biodiversité. Je suis même persuadé du contraire. Ah, mais c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas du tout, quand je dis acté, la prise de conscience, elle est devant nous. Il faudrait réagir tout de suite par rapport à d'autres problèmes d'écologie qui peuvent, bon, même comme pour les agriculteurs, on peut avoir des programmes sur 4-5 ans. Bon, on peut programmer. C'était là. Quand je dis acté, je me suis peut-être mal exprimée. Je veux dire, la prise de conscience est là. Alors, la prise de conscience est là, oui et non. Si elle était si massive, on n'aurait pas autorisé la poursuite de l'usage des néonicotinoïdes récemment. Donc, oui, il y a une prise de conscience qui a sans doute été accélérée par la crise sanitaire, mais il y a des contre-tendances. La paupérisation d'une partie de la population va freiner le mouvement d'engagement des consommateurs vers la consommation bio et les AMAP, probablement. Et comme je le disais en introduction, la crise de l'emploi va freiner peut-être l'engagement des syndicalistes sur le terrain de la reconversion écologique. Mais, et c'est là que j'ai voulu introduire une note d'espoir, le cas de la raffinerie Grand Puy montre que c'est possible.
hein. Alors, évidemment, il y a une contradiction dans les durées, hein, puisque la prise de conscience écologique globale est trop lente. La prise de conscience dans le monde du travail est sans doute encore plus lente. Ou alors elle passe, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, elle passe par d'autres biais. Ou en tous les cas, elle peut passer par d'autres biais simplement que la prise de conscience abstraite que la biodiversité est menacée et qu'il y a des émissions trop importantes de gaz à effet de serre. Elle peut passer par ce qui est vital au jour le jour, pas seulement l'emploi, hein, mais le travail, c'est-à-dire le sens de ce qu'on fait. À partir de ce qu'on fait perd son sens, ou à partir du moment où voilà, il y a un espace, je dis simplement qu'il y a un espace de déploiement de l'action collective potentielle sur les questions de qualité du travail qui peuvent rejoindre beaucoup plus rapidement les questions de qualité des produits et des services. Voilà, tout simplement en quelques mots ce que j'ai voulu avancer, mais en même temps j'en appelle à des enquêtes, hein, à des rencontres pour que tout ça avance. Voilà. Merci. Merci Rosemary pour ta question. Voilà, donc peut-être que nous arrivons à l'heure du dîner. C'est peut-être ça. L'estomac crie famine, j'espère pour une alimentation de qualité. Donc, je vais prendre congé de vous. Nous avons une assemblée générale suivie d'une réunion du Conseil pédagogique de l'Université populaire du Pays d'Aix samedi prochain. Je pense qu'on aura une discussion générale sur les thématiques à venir, hein, et j'espère que j'aurai le plaisir de continuer et vous rencontrer les prochaines fois, en tout cas pour ceux qui sont moins loin que Béziers, ou peut-être, je sais qu'il y en a qui sont à la montagne en ce moment, qui m'ont écouté sur leur smartphone. Bon, bref, si vous pouvez venir en coprésence dans les mois qui viennent, ben, j'aurai plaisir à vous rencontrer. Voilà, merci. Je pense, Guillaume, que tu peux clore la séance. Au revoir, à bientôt.